J'imagine que pendant ce confinement, vous vous posez la question de savoir à quoi va ressembler la société demain. Qu'est-ce qui va se passer post-confinement? Aujourd'hui, je reçois Martin Serralta, qui est un prospectiviste. Alors, un prospectif, c'est un métier qu'on connaît peu, mais en fait, l'idée, c'est pas de se dire qu'il a une boule de cristal et qu'il va nous dire à quoi va ressembler le futur, évidemment, mais il réfléchit à ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui pour faire advenir le futur qu'on veut voir advenir. Et en fait, Martin, il est intéressant à plein de niveaux. D'abord par son métier, il accompagne les très grosses sociétés, pas forcément très grosses, mais dans leur transformation. Il est par exemple, il a participé à la transformation de la Maïf, à la transformation du groupe Rocher, que vous avez peut-être vu voir passer. Euh, il est aussi quelqu'un qui est à l'origine, et c'était son métier, de la transformation du groupe Danone. Et en fait, en ça aussi, il est intéressant, c'est qu'il avait un poste assez important chez Danone qu'il a complètement laissé pour réduire de manière assez drastique tous ses revenus. Donc en fait, il a fait des choix personnels, mais aussi professionnels. Et aujourd'hui, donc il est prospectiviste pour l'Institut des futurs souhaitables. Et avec lui, on parle du dilemme du prisonnier, on parle de la société de demain, on parle de la Constitution, on parle dans différents niveaux, vous verrez. C'est assez passionnant. Ça dure un tout petit peu plus que 30 minutes, mais ça vaut franchement le coup. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Martin, Salut Greg. comment ça va? Super bien. Ouais, bon. Ta famille, tout le monde va bien, tes proches? Écoute, ouais, on arrive à, malgré le confinement, on arrive à bien rester connecté, donc c'est chouette. Bon. On a une bonne connexion, une bonne qualité de lien. Et ça, c'est essentiel. On va parler ensemble de la société demain. Euh, on peut penser que c'est peut-être un peu tôt de parler de ça, parce qu'on est encore en confinement. Euh, mais j'aimerais bien que tu me parles de cette anecdote pendant la Seconde Guerre mondiale et de Jean Moulin, parce que je trouve ça justement très intéressant qu'ils aient travaillé à l'après, pendant. Hmm. Ouais, c'est une anecdote et un fait qui est assez peu connu et que j'adore, euh, qui est que pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin a organisé, ça les gens le savent, la résistance et notamment le Conseil national de la résistance. Et ce qu'on sait moins, c'est que ce Conseil national de la résistance, qui a démarré en 1943, en mai 1943, en fait, il avait pour objectif d'organiser les grands mouvements de résistance. Il y en avait autour de la table. Au départ, il y avait les 8 grands mouvements de la résistance qui avaient été identifiés, puis et quelques représentants aussi de syndicats et de partis politiques, avec des gens avec des opinions hyper différentes. Et ces gens se retrouvaient autour de l'idée, bah, il faut qu'on sorte de cette occupation, il faut qu'on libère la France, il faut qu'on réponde à cet appel du général de Gaulle et au fait qu'on veut sortir par le haut de ce conflit. Et, euh, et donc, très clairement, ils ont organisé les actions de sabotage, la coordination avec le débarquement et tout ça, mais pas que. Dès 1943, ils commencent à réfléchir à l'après. Et moi, j'adore cette anecdote parce que ils ont écrit un programme qui a été écrit étape par étape à partir dès 43, qui s'appelle Les Jours Heureux. Et donc, écrire un programme pendant la guerre qui s'appelle Les Jours Heureux, qui consiste à structurer en fait un après et à se dire quelle société voulons-nous pour l'après. Je trouve que c'est à la fois absolument admirable. Tu vois, c'est dingue de se dire que ils ont pensé à ça dans un moment de conflit où, enfin, rappelons-nous, ces gens se réunissaient en prenant un risque vital pour eux. À chaque fois qu'ils se retrouvaient ou qu'ils échangeaient, ils prenaient un risque de vie ou de mort pour eux, pour leurs proches, etc., etc. Et ils écrivent un programme pour la suite, dès le milieu de la guerre. Et ça, Et je ouais, trouve ça fascinant. c'est Vas-y. c'est assez fascinant et c'est d'autant plus fascinant que ça porte ce nom des gens heureux. Je trouve ça, enfin, vraiment porteur d'espoir. Qu'est-ce que ça a donné après ce programme des gens heureux? Alors en fait, ça a structuré, si tu veux, la suite, et ça a participé d'une façon assez claire au fait que bah, le Conseil national de la résistance a participé de façon très proactive au programme
politique de la rénovation sociale après-guerre. C'est on instaure une logique de la sécurité sociale, le suffrage universel, justement une révision complète de notamment du système de la représentation syndicale. Et en fait, ça a eu un tel impact que dans la Constitution de la 4e République en 1946, le préambule de la Constitution, ce préambule de 1946 qui fait toujours partie de notre Constitution aujourd'hui, instaure un certain nombre de fondamentaux pour la République française, notamment le droit de vote des femmes, l'égalité même homme-femme plutôt pour être précis, le droit de se syndiquer, le droit de faire grève, etc., etc. Tout un tas de choses qui nous paraissent faire partie depuis toujours de la réalité de la France et qui en fait ont été posées par ces gens qui, je le rappelle, étaient des gens qui avaient des opinions politiques extrêmement diverses. Dans le Conseil national de la résistance, il y avait des gens du Parti communiste, mais il y avait aussi les démocrates chrétiens, des structures de résistants qui étaient plutôt de droite, voire carrément à droite, et du coup ça a structuré une manière de penser qui a fait fi de la diversité politique au service d'un projet commun. Et alors, puisqu'on est en guerre, selon la voix de Macron, on peut espérer qu'il y ait une transformation qui soit aussi profonde a posteriori, mais ça veut dire aussi que ça peut être maintenant le bon moment de réfléchir, pas forcément de poser, mais en tout cas de réfléchir à l'après. Tu as parlé de la Constitution. Quand on parle de faire société ensemble, les gens, et je me comprends à l'intérieur de ce grand groupe que sont les gens, ne savent pas forcément le rôle qu'elle a, cette Constitution, dans ce vivre ensemble, dans ce faire société ensemble. Ouais, c'est un élément que, en fait, j'ai découvert à quel point, effectivement, c'était un sujet qui n'était pas pensé dans le faire société à l'occasion des attentats de Charlie Hebdo. Ouais. À ce moment-là, comme une grande majorité des Françaises et des Français, je suis stupéfait en janvier 2015 de ce qui se passe. Je change aussi ma photo sur Facebook et je mets je suis Charlie, et je me pose et je me dis c'est marrant ce mouvement de tous ces gens qui, y compris moi, qui disent je suis Charlie, et qui n'auraient jamais acheté la veille Charlie Hebdo pour des raisons diverses et variées, qui se reconnaissent à cet endroit-là. Et en fait, je me dis à la fois qu'est-ce que je peux faire, et deux, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, je me dis, en fait, dire je suis Charlie, c'est affirmer quelque chose de notre projet de société. Mais comme on n'a pas de référence de ça, à la différence, par exemple, d'un pays comme les États-Unis, où quasiment tous les citoyennes et citoyens des États-Unis connaissent la Constitution, ou en tout cas les droits fondamentaux, le Bill of Rights américain. Tiens, je pourrais faire un truc, c'est essayer de sensibiliser, de donner à voir la Constitution. Et du coup, j'ai distribué à ce moment-là des morceaux de la Constitution. J'ai un texte de la Constitution en France, ou le bloc de constitutionnalité, plus exactement, ça fait que 40 pages, donc c'est tout à fait accessible. Donc j'ai distribué des petits morceaux. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que 99% de mes interlocuteurs, et je dis ça de façon précise, n'avaient jamais lu la Constitution, voire en ignoraient quasiment le contenu. Et ça m'a fasciné, en fait, cette dimension, parce que on est dans un pays, on dit, tu sais, les Français, c'est des super râleurs, ils arrêtent pas de tout critiquer, etc. Et je me suis dit, mais c'est d'autant plus logique qu'on critique tout que, en fait, on ne connaît pas notre projet. C'est-à-dire que on critique par rapport à un truc qu'on ne connaît pas. On a 40 pages d'une loi fondamentale qui s'impose à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi en France, aucun article, aucun décret qui peut être anticonstitutionnel. Pendant longtemps, on a dit anticonstitutionnellement, tu sais, c'est le mot le plus long de la langue française. Ouais, ça veut dire juste, ce mot, il veut juste dire, c'est
c'est contre le projet de société. Et donc, on peut être contre le projet de société ou dire, tiens, le président fait n'importe quoi, le gouvernement de tel ou tel bord fait n'importe quoi, etc. Mais fait n'importe quoi à l'aune de quoi? C'est quoi le point de repère? Le point de repère, c'est quand même qu'on a ça. Il y a que ça qui existe fondamentalement en France qui dit, c'est ça le projet de société. Et alors, comme ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu penses qu'on va avoir besoin de repenser cette constitution à la sortie de cette crise? Est-ce que, comment on peut envisager le faire société ensemble? C'est clair qu'il y a, en fait, il y a plusieurs thèses qu'on envisage en ce moment. L'idée que ce soit uniquement une parenthèse et qu'on revienne au comme avant. L'idée que le comme avant, c'était ce qui n'allait pas et ce qui a généré la crise et que donc nécessairement on ne peut pas y retourner. Euh, comment on fait pour ne pas y retourner, sachant que les défis économiques sont devant nous, le défi écologique, il était avant et puis il sera là après aussi, et ça impose énormément de choses. Pas que de mettre de l'argent dans le service public, je pense que ça c'est une des choses que on est en train d'apprendre, mais il y a pas que ça. Ouais, mais moi je suis convaincu vraiment de cette opportunité-là. C'est-à-dire que tu vois, on parle de la Seconde Guerre mondiale, mais finalement tout ce qui fait partie de notre projet de société dans la Constitution, ça vient de crise. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la Révolution française, c'est une vraie crise. On a parlé de la Seconde Guerre mondiale, on a aussi la prise de conscience des enjeux écologiques avec la Charte de l'environnement. Et puis le texte lui-même de la Constitution, les règles du jeu aujourd'hui, il date de 58. C'était la crise politique majeure avec le putsch algérien, etc. La crise liée à toute la situation en Algérie, le retour du général de Gaulle conditionné à ça. Nouvelle constitution, nouveau projet de société. Et je pense qu'aujourd'hui, cette crise-là, cette crise sanitaire en tout cas, que je me garderais bien d'appeler une guerre de mon côté, c'est une opportunité de réfléchir à autre chose. Et je pense que plus qu'une opportunité, dans ma conviction personnelle, c'est que si on ne prend pas cette opportunité de réfléchir à autre chose, on ne pourra pas envisager l'après avec autant d'élan et de possibilités. Autrement dit, on pourra mener des mesures, prendre, tu vois, ajuster quelques trucs sur effectivement le service public, trouver une manière de gérer les contraintes de Maastricht sur la dette, etc., de les gérer d'une façon différente, mais finalement rien n'aura changé. Alors que se dire, c'est justement l'opportunité de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut garder là-dedans et qu'est-ce qu'on veut changer. Ça, waouh, c'est ça le cadeau qui nous est fait aujourd'hui. D'autant que on parle ici d'une crise sanitaire qui, même si elle a des conséquences dramatiques, sont de tout à fait faible ampleur par rapport à plein d'autres crises sanitaires dans le monde et par rapport à les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux purement d'inégalité économique qu'on vit partout. Et que du coup, voilà, c'est l'occasion pour nous. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu, avec autant de joie associée à ça que de crainte qu'on n'y aille pas, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est les questions que pose, je sais pas si tu les as vues, le sociologue Bruno Latour en disant qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous voulez supprimer de ce qu'on a vécu, en tout cas dans l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous pensez qui est indispensable, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut garder, etc. C'est intéressant ça. Et puis, en fait, donc, du coup, moi, je lis quand même pas mal de papiers de fond sur l'après. Ce qui est intéressant, c'est, je crois que c'est Geoffrin dans Libération qui a dit, en fait, cette crise, ça permet à chacun de valider ses propres convictions. Euh, et entre autres, il y a Michel Maffezoli que j'ai reçu plusieurs fois sur ce podcast, qui lui écrit un papier sur le soulèvement du peuple, sur le fait qu'il va y avoir oui, un soulèvement du peuple contre les élites, donc pour faire pour faire advenir cette postmodernité qu'il appelle de ses voeux, qui est déjà là hein, pour lui de toute façon, et je crois qu'en ça il a assez raison. Je pense que ce monde hyper capitaliste, très très masculin, etc. Il est totalement dépassé. Il est très ce que j'appellerais 20e siècle. Simplement, le nouveau paradigme, il a peine à s'installer. Euh, pour toi, dans le triptyque qui est politique, État, entreprise, euh,
qui forment la société finalement. Comment t'envisages la transition? Qu'est-ce que tu penses qui devrait bouger demain? Ou qui va bouger demain? Enfin, j'imagine que les trois vont bouger, mais... Ouais, c'est une super question. En fait, ce qui me pour répondre à ta question, je fais un tout petit détour. Je suis assez surpris souvent quand j'ai l'occasion d'échanger avec des groupes, notamment de jeunes, sur la question des enjeux climatiques ou des inégalités sociales. Euh, je trouve souvent une très forte volonté de faire réintervenir un État fort. Autrement dit, Mhm. on me dit ouais, de toute façon, les trucs participatifs, c'est bien gentil, tout ça, mais les gens sont pas responsables et donc il faut une solution régalienne. De toute façon, on ne pourra pas faire changer les entreprises qui ne visent que leur volonté de faire du profit et donc il faut une solution régalienne. Mm. Moi, je pense que c'est un immense danger de penser comme ça. Euh, et je pense que c'est tout à fait logique de penser comme ça. Pourquoi c'est un immense danger? Parce que évidemment, l'histoire nous apprend que, oui, les modalités purement régaliennes conduisent souvent à des logiques qui sont très verticales et qui ne permettent pas de traiter de façon durable ces solutions. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'État, ça veut dire qu'il faut de l'État de façon ajustée. Mhm. Et à contrario, on peut pas dire, bah non, de toute façon, soyons super libéraux, les entreprises vont tout gérer, ça va, elles vont trouver la solution. Ce n'est pas vrai non plus. Ce que je crois, c'est on est et ça, je rejoins à la fois Maffezoli, Latour et d'autres sur cette notion. Edgar Morin en premier. On est dans un monde qui est éminemment complexe. Il n'est pas plus complexe qu'avant, mais nous, on le voit dans sa complexité beaucoup plus qu'avant parce que on a accès à une information mondiale, parce qu'on a des échanges mondiaux, globaux, etc. Et puis parce qu'on est confronté à cette rupture d'abondance sur les ressources. Et du coup, il faut qu'on gère avec la complexité. Faire avec la complexité, ça veut dire accepter d'être interrelié, accepter cette logique de coopération. Et donc, je crois que il faut un renouvellement politique, un renouvellement de la modalité d'action, notamment des entreprises, et une modalité nouvelle aussi d'interaction, on va dire, globale dans la société civile. Et que ces enjeux, ils ont déjà été intellectualisés. Hein, dans les objectifs de développement durable de l'ONU, le 17e objectif, c'est Partnership for Development, pour les objectifs de développement durable. C'est-à-dire que on dit, bah oui, de toute façon, les États ne pourront pas tout faire tout seuls, les entreprises non plus. Et ce que je trouve absolument source de joie et d'optimisme, c'est que dans les entreprises, que tu connais aussi, Greg, je sens cette volonté d'agir au service d'un projet commun. Et donc, moi, ma conviction profonde, pour répondre vraiment à ta question, c'est que la réponse du projet de société, elle va venir de l'ensemble de ces acteurs, et que notre attention à tous, elle doit être de ne pas laisser prendre trop de place à un acteur. Autrement dit, on pourrait aussi être tenté, post-crise actuelle, de basculer dans un retour à l'État va décider de tout, etc., ce qui serait, à mon sens, aussi catastrophique que la situation précédente. Et alors, c'est hyper intéressant parce on a vu Trump décider de rompre tous les accords écologiques pour les entreprises, enfin toutes les contraintes écologiques pour les entreprises, en disant bah, finalement pendant la crise, donc il en a profité finalement de cette crise pour effacer toutes ces contraintes qui avaient été mises aux entreprises. Donc on voit bien qu'un État fort, c'est pas forcément la solution, en tout cas pour la société qu'on souhaite construire demain. En tout cas pas lui, c'est une certitude. Toi, ton rôle et le champ d'action que tu as choisi, c'est d'accompagner des grosses structures, plus ou moins grosses d'ailleurs, dans leur transformation responsable, on peut dire ça? Oui, alors mon rôle, tu sais, moi je le définis en disant que, en fait, mon travail, c'est un travail de fou du roi. Comme au Moyen Âge, en fait, mon travail consiste à simplement
venir auprès de personnes qui sont dépositaires d'un pouvoir, qu'elles soient dans des structures publiques ou privées, pour leur dire des choses qu'ils n'entendent pas dans leur vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que quand on est dépositaire d'un pouvoir, souvent, eh bien, on a autour de nous des gens qui nous disent plus ce qu'on a envie d'entendre, parce que par crainte du pouvoir, c'est un phénomène qui est très bien décrit depuis très longtemps et qui conduit à cette fameuse solitude du pouvoir, et puis en plus qui est un phénomène qui se renforce. La personne qui a le plus de pouvoir prend du pouvoir, quelle que soit son intelligence. Et donc moi je fais ce boulot-là en aidant concrètement des entreprises avec d'autres, avec des gens géniaux comme Sophie Chassa qui est philosophe avec qui on travaille beaucoup sur ce sujet, ou Olivier Pastor qui a été un des cofondateurs de l'Université du Nou, qui on travaille sur cette dynamique de comment on vient interroger le projet des entreprises notamment ou des organisations pour qu'elles puissent elles aussi contribuer à un projet collectif, mais sans obligation. C'est-à-dire que la première étape de notre travail, tu vois, c'est de suspendre le jugement moral. C'est de dire d'abord, soyez clair sur ce que vous voulez faire. Et en fait, quand on vient toucher le désir collectif d'une organisation, eh ben, on retrouve la nature humaine, c'est-à-dire fondamentalement, allez, pour 75% des gens, si je crois à certaines études, une dynamique qui est altruiste, qui dit bah oui, bien sûr, je vise ma propre pérennité, bien sûr que dans mon entreprise, je veux gagner de l'argent pour continuer à exister demain. Mais j'ai aussi envie de contribuer à la société. Et cette volonté de contribuer à la société, n'en déplaise à certains, je la trouve aussi bien dans des entreprises qui ont pignon sur rue, que certains décrient, que dans des structures associatives de l'ESS, que dans des services publics. Je ne vois pas plus d'intention de participer au projet collectif à certains endroits que d'autres. Tu peux préciser l'ESS ? Dans l'économie sociale et solidaire, pardon. Justement, tu parles des individus. Il y a les gens qui nous écoutent. Il y a évidemment des gens qui travaillent en entreprise, mais ils constituent tous le peuple et ce sont tous des individus. On parle beaucoup de revenu universel, on parle beaucoup du rôle de chacun. On voit d'ailleurs dans ce confinement, c'est hyper intéressant, il y a toujours des gens qui sont plus confinés que nous et des gens qui sont moins confinés que nous. Et donc il y a une sorte de jugement moral qui s'installe entre les personnes. Je ne sais pas si tu vois ça autour de toi. Est-ce qu'il y a une question de responsabilité personnelle qui est en train de s'installer et comment, en fait, on peut envisager ça demain, post-crise? Ouais, j'adore que tu amènes ce sujet, parce que je l'avais pas vu sous cet angle, mais en tout cas sur la question du confinement, mais pour moi, ce qui est au cœur du sujet, le noyau central, c'est cette question-là. C'est cette question de responsabilité, mais au sens noble du terme. J'adore, moi, utiliser le terme de souveraineté individuelle, qui est un très beau mot, qui dit, en fait, comment je suis souverain de moi-même, comment mon élan vital, ma volonté de puissance peut s'exprimer, et du coup, qui est au cœur de sujets que tu as déjà traités dans ce podcast, sur la communication non violente, sur la conscience de soi, etc. Et en fait, pour moi, c'est le sujet central. Le sujet central, c'est de se dire qu'est-ce qui, d'abord, fait sens pour moi, et comment je peux, au lieu de justement regarder mes voisins et dire c'est pas bien ce qu'ils font, etc., me poser la question de moi, qu'est-ce que je veux. Et tous les systèmes qui sont des systèmes participatifs, coopératifs, etc., en fait, nous renvoient à notre souveraineté individuelle. C'est-à-dire que je crois que c'était quand tu as eu une conversation dans un des épisodes avec Michael Landrieux, je me souviens d'un moment où Michael dit, donc Michael qui est sociologue de l'imaginaire, qui s'intéresse à notre imaginaire collectif, qui dit les gens votent pour Trump parce que c'est confortable de se coucher le soir et de se dire que quelqu'un a la réponse. J'adore cette citation. Du coup, je cite Vlan de temps en temps, tu vois, en disant, avec cette citation, parce que je trouve ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui vient, on a une nature qui fait que, on va chercher des formes de confort. Et certaines formes de confort consistent à renoncer à notre souveraineté. Donc, quand on vote pour un président de la République comme Donald Trump aux États-Unis, on vote pour quelqu'un qui va prendre des décisions pour nous. On lui délègue en fait notre souveraineté.
Quand on accepte de fonctionner dans une organisation où il y a un chef tout en haut qui donne des ordres, on accepte de déléguer notre souveraineté. Dans le modèle aujourd'hui de la Constitution française, on est dans une démocratie présidentielle, un régime présidentiel. C'est très choquant pour moi que dans notre Constitution, un des premiers articles, ça soit, après la souveraineté nationale, ça soit le président de la République et pas le Parlement. Alors que le principe de la République, c'est pour et par le peuple. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que je trouve très chouette dans cette période, c'est que finalement, le confinement, ça veut dire de toute façon retour à soi. Que ça soit dans une cellule familiale ou seul chez soi ou dans un EHPAD ou à un autre endroit. Il y a quelque chose pour la majorité des gens dans le monde aujourd'hui d'un retour à soi qui nous invite, et ça aussi c'est un thème que tu as beaucoup traité avec tes invités, à nous poser la question de, au fond, qu'est-ce que je veux moi? Et pour se poser la question du modèle de société qu'on veut, que ça soit à l'échelle de notre famille, à l'échelle de notre quartier, à l'échelle de notre ville ou d'un pays, voire du monde, eh ben, il faut d'abord se poser la question de quel est mon souhait. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je désire? Et avant de regarder la solution de facilité, mon voisin qui sort plus que théoriquement la loi le autorise, et je peux me regarder moi en me disant, mais en fait, au fond, quelle est la nature de mon propre désir? Et c'est Spinoza qui dit finalement que c'est une des choses les plus difficiles chez l'être humain, c'est qu'il ne connaît pas la nature de son propre désir. Et donc s'interroger sur ça, c'est se donner la chance de se dire, waouh, demain, je sais ce que je veux, quoi. Et si je sais ce que je veux, je peux le proposer à d'autres en disant, voilà, moi j'aimerais bien ça, voilà mon souhaitable pour demain, voilà mon projet de société. Qu'est-ce que t'en penses? On discute ensemble, on s'ajuste, et puis tout d'un coup il y a un souhaitable qui émerge. Et ça c'est la logique de la prospective, tu vois, c'est de se poser la question de comment on fait advenir le futur qu'on veut voir advenir, quoi. Mais quand on réfléchit à ça, il y a évidemment la projection de ce que l'on souhaite, mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire que d'un côté, et puis il y a cette forme d'individualisme qui est malgré tout présente. Il y a aussi, et je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, et peut-être qu'on peut parler du dilemme du prisonnier, mais il y a bien sûr ma propre conviction à faire des choses bien. Bien, en tout cas, dans le sens, pour le bien commun, on va dire. Et puis, à partir du moment où mon voisin commence à déraper, finalement, moi, je vais déraper un petit peu aussi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, Ouais, tout à fait. il y a ça, et puis il y a effectivement, moi, ce que je souhaite et moi, ce que je fais, qui sont deux choses qui sont souvent très différentes, parce qu'il y a bien sûr ce que je dis et puis ce que je fais, qui sont, voilà. Comment Eh ben, tu... j'adore. En fait, on parlait de responsabilité tout à l'heure et je disais c'est au cœur du sujet. En fait, l'idée c'est pas de dire aux gens soyez responsables, ça sert à rien. Et surtout si c'est dit d'une façon paternaliste en disant moi ou je vais m'occuper de vous et soyez responsables s'il vous plaît, je vous le demande. Il se passe rien. C'était l'ancien président de Harley Davidson qui disait ça. C'est pas que les gens veulent pas changer, c'est qu'ils veulent pas être changés. Et en fait, c'est bien sûr, il y a cette question dans le vivre ensemble et on dit les gens sont un peu individualistes, les gens sont un peu irresponsables. Quand pourquoi l'autre jour je demandais à mes voisins mais pourquoi ces pelouses sont interdites? Il y a un gros panneau, tu sais, il y a une pelouse devant l'immeuble où j'habite et il y a marqué pelouse interdite. Et mes voisins me disaient, en fait, sinon les gens vont dessus et puis laissent leurs papiers, etc. Et du coup, en fait, pelouse interdite, ça évite que les gens aillent dessus parce qu'ils sont responsables, individualistes, etc. En fait, moi, je pense qu'on peut retourner le problème. C'est de se dire, si on invite chacun à s'exprimer sur ce qu'il souhaite et de se dire, tiens, on a un projet de vivre ensemble commun, en fait, on s'ajuste. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on a des penchants à potentiellement à aller chercher des solutions de confort. Autrement dit, si on est tout seul dans le pouvoir ou dans la vie, si on est tout seul, et ça a été décrit très bien depuis l'Antiquité grecque, on peut avoir tendance à se laisser un peu aller. Mais dans l'ajustement avec un ou plusieurs autres, on peut trouver une manière d'interagir d'une façon qui est réellement collaborative. Autrement dit, parce que l'autre est là pour compenser
à certains moments, ma volonté de trouver des solutions de facilité, eh bien, grâce à l'autre, en fait, on arrive à se réguler collectivement. Donc, ça veut dire que par rapport à ta question et notamment le lien avec le dilemme du prisonnier, qui est ce jeu où on a deux personnes qui, généralement, on dit des bandits, qui ont été arrêtés, et on leur propose, on les isole l'une de l'autre. Il y a le bandit A et le bandit B, et on leur propose le contrat suivant. On leur dit si vous, aucun de vous ne dénonce l'autre, et ben vous allez faire chacun 1 an de prison. Si vous vous dénoncez tous les deux, vous allez faire tous les deux 5 ans de prison. S'il y en a un par contre qui dénonce et que l'autre ne le dénonce pas, celui qui dénonce le premier sera libre, parce qu'il aura permis de dénoncer l'autre, et l'autre aura 10 ans de prison. Dans le dilemme du prisonnier, ce qu'on voit bien dans cette proposition, c'est que la meilleure solution, évidemment, pour A et pour B, dans l'absolu, c'est-à-dire si on raisonne et pour A et pour B, c'est de ne rien dire, de ne pas dénoncer, donc de collaborer pour que ils se retrouvent tous les deux avec 1 an de prison. Et ça, c'est une vision collective. Or, ce que Nash décrit, l'économiste qui a établi cette théorie décrit, c'est que, en fait, si on raisonne du point de vue uniquement de A ou du point de vue uniquement de B, eh ben, on n'a pas le même intérêt. Autrement dit, du point de vue uniquement de A ou de B, si je suis A, eh bien, mon intérêt, à titre individuel, c'est de dire, eh bien, si B ne me dénonce pas, bah, j'ai intérêt à le dénoncer, comme ça je pars libre tout de suite. Et si B me dénonce, j'ai intérêt à le dénoncer, sinon je me fais 10 ans de prison. Autrement dit, du point de vue de A, j'ai intérêt à dénoncer B. Si je raisonne uniquement du point de vue de A. Mais si je raisonne du point de vue de A et B, évidemment, j'ai intérêt à collaborer. Et donc, cette théorie des jeux que je trouve absolument géniale par rapport à la situation qui nous occupe aujourd'hui et aux enjeux de société, c'est de comprendre que, évidemment, on peut raisonner uniquement du point de vue de A, uniquement du point de vue de notre individualité, mais ça nous conduit forcément à des solutions dégradées. Alors que si on raisonne point de vue collectif, eh ben peut-être ça va nous demander un petit effort, ce fameux 1 an de prison dans le dilemme du prisonnier, mais qui, en réalité, va avoir un bénéfice pour la société. Et ça a été très bien démontré dans la suite de la théorie des jeux, par le fait que quand on joue au dilemme du prisonnier de façon récurrente, eh ben sur le long terme, la stratégie qui est la stratégie gagnante, dite solution de Rapoport du nom de la personne qui l'a décrite, c'est la solution qui consiste à collaborer par défaut, c'est-à-dire au premier coup je collabore. Si la personne avec qui je joue, autrement dit B, collabore, je continue à collaborer. Et dans la solution de Rapoport, je joue toujours le coup de la personne précédente. Autrement dit, c'est pas non plus le monde des bisounours où parce que moi j'ai envie de faire un projet de société, bah je collabore tout le temps, je suis tout le temps gentil et puis quitte à me prendre des claques. Non, c'est pas ça. Ça dit s'il y en a un qui me trahit à un moment donné, si B à un moment donné il joue contre moi, et ben le coup d'après je joue contre lui. Et par contre, dès que le joueur qui joue avec moi joue à nouveau la collaboration, je joue la collaboration. Ce qui a été très bien décrit comme une logique qui consiste à dire collaboration par défaut, pardon inconditionnel, mais sanction quand il y a absence de collaboration. Autrement dit, c'est pas le monde des bisounours, mais ça part du principe que chacun doit être porteur du projet de société. Et alors, concrètement, comment t'envisages, parce que là, ça fait une demi-heure qu'on parle de la société pour demain, mais on n'est pas rentré vraiment dans le concret. Comment on fait, en fait, demain, admettons, on est déconfiné au mois de mai, ou juin, je sais pas. Concrètement, on fait quoi? On demande une réélection présidentielle, on réécrit la Constitution, enfin, tu vois, c'est de manière assez concrète. Comment on fait les choses, en fait?
Alors il y a plein de propositions qui sont en train d'émerger en ce moment. Il y a une proposition notamment qui a été émise par un collectif autour de démocratie ouverte qui propose en fait surtout un chantier participatif pour imaginer et construire le monde d'après. C'est-à-dire de se dire comment dans cette période vraiment inédite on peut éviter de tomber dans un schéma où ce sont des politiques isolées qui vont nous proposer une solution pour demain, mais au contraire de faire appel à l'intelligence collective pour proposer effectivement une réflexion sur la suite. Quel monde voulons-nous demain? Ça peut aboutir effectivement à dans un schéma qui pourrait être un schéma assez proche de la Convention citoyenne sur le climat, avec, tu te rappelles, 150 citoyens tirés au sort, hein, représentatifs de la société, et bien d'avoir une réflexion sur, ok, quelle société voulons-nous? Et à l'échelle française, on pourrait l'imaginer aussi à l'échelle internationale, au siège de l'ONU, pour que on invente ce projet de société. Ce projet de société, il doit venir questionner les fondamentaux qu'on veut défendre, comme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme, de l'humanité en fait, de se dire c'est quoi les fondamentaux qu'on veut absolument préserver, c'est quoi les choses qui, dans l'esprit très pragmatique, et je trouve que la méthode que propose Bruno Latour est tout à fait pertinente, de questionner les choses très pragmatiques qu'on veut voir se maintenir et celles qu'on veut voir disparaître, et comment on peut s'organiser autour de ça. Donc, un projet de société, des modalités de décision nouvelles aussi. Moi, je crois fondamentalement qu'il faut qu'on interroge nos modes de décision, qu'on dise comment on décide ensemble de justement de mesures, de choses très concrètes, comment on tient, quelle modalité de discours, et notamment je crois qu'il faut une modalité de discours politique qui soit renouvelée, et qui peuvent venir interroger des choses qui, je sais, te tiennent à cœur. Tu as parlé tout à l'heure du revenu universel. On peut se questionner sur des solutions qui nous permettent d'imaginer des façons de vivre ensemble complètement différentes. Du pouvoir à l'échelle locale, je crois beaucoup à ça. Je crois aux monnaies locales d'une façon très forte, parce que ça crée un lien social qui du coup fait communauté à l'échelle locale, qui n'exclut pas du reste, mais qui permet de créer des interdépendances locales. Je crois à des nouveaux rapports à la propriété, tu vois, venir questionner, moi, la question de Bruno Latour, la première réponse, c'est de dire, en fait, ce que j'aimerais questionner, c'est pourquoi avons-nous besoin d'avoir des voitures individuelles? Juste ce rapport à la propriété, tu vois, qui peut venir nous questionner. Cette dynamique évidemment de service public, mais le champ est très large, parce que c'est un champ qui est un champ systémique. Faire société, ça veut dire traiter tous ces sujets en même temps, et donc d'abord se mettre d'accord sur les fondamentaux qu'on veut respecter, écrire potentiellement, et j'appelle ça de mes voeux, une 6e République qui soit une 6e République beaucoup plus collaborative, qui peut s'appuyer sur les mêmes fondamentaux, qui remettent pas tout en cause, mais qui sortent d'un régime, notamment d'un régime présidentiel et des ordres de l'Élysée. Je le reproche pas au président de la République actuelle. C'est un héritage de 1958. Et il est temps qu'on en sorte. On n'est plus en 1958. On est en 2020. Les citoyennes et les citoyens français ont des aspirations différentes, des modalités de vie, et je ne crois pas fondamentalement qu'on soit dans une société purement individualiste. Je pense qu'on a créé des règles du jeu qui conduisent à l'individualisme. Hyper intéressant. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Alors, je veux claquer la porte à l'infantilisation. En fait, moi, je dis Vlan à un discours politique infantilisant. Je dis Vlan à une infantilisation qui consiste à dire qu'il y a des sachants et des non-sachants. Je crois, comme Joseph Wosinski, qui avait fondé TD Quart Monde, que les personnes les plus démunies ont des choses à apprendre aux personnes les plus nanties et les plus cultivées, à t'aider à développer un savoir-faire qui m'a complètement bouleversé quand j'y ai été confronté, de co-apprentissage. Et je pense que si on sort de cette représentation,
si on arrête de dire que les gens sont individualistes, que par défaut ils vont marcher sur les pelouses et laisser leur papier gras, et qu'on se dit, tiens, par défaut la personne qui est en face de moi est une personne qui est altruiste, et que jusqu'à preuve du contraire, eh bien je pars de ce principe-là. Eh bien je pense qu'on peut construire on peut être extrêmement surpris et construire des approches réellement fondamentalement collaboratives. Et ça s'applique aux personnes, mais aussi aux entreprises. Si une entreprise mal aimée, d'un secteur mal aimé, comme par exemple du luxe, nous dit demain matin, j'ai envie de contribuer à rendre le monde meilleur, eh bien je pense qu'il faut d'abord accueillir cette envie, plutôt que se dire mais non, mais vous êtes les méchants et nous on est les sachants. Donc voulant à l'infantilisation. Super. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.